7h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Rien ne saurait altérer la proximité cultivée au fil des siècles entre nos peuples africains. Sa Majesté le Roi réitère la solidité des liens de fraternité interafricaine. Dans un communiqué du cabinet royal publié à l'issue de la CAN organisée au Maroc, le souverain consacre l'ancrage du Maroc au sein du continent, fruit d'une vision royale hautement stratégique et d'un engagement pour un destin commun et une prospérité partagée en Afrique. Nous en ferons le point avec Ali El-Harechi. Des pluies bienfaitrices arrosent la majeure partie du royaume. Ces précipitations apportent néanmoins leur lot de désagréments. Des routes et des quartiers entiers se sont réveillés les pieds dans l'eau. À suivre les témoignages d'automobilistes et d'habitants affectés par les intempéries à Tétouan et à Salé. Puis vous aurez rendez-vous avec l'escale culturelle du samedi. Ce soir, nous plongerons dans l'univers romanesque d'une plume novice qui fait son baptême littéraire. Mariam Bent Houria vient de signer Le secret de l'arbre, une aventure romanesque qui nous entraîne au cœur d'un puissant récit introspectif. Mariam Bent Houria est l'invitée de l'escale culturelle d'aujourd'hui. Bonsoir, l'ouverture de ce journal avec un focus sur un axe clé du communiqué du cabinet royal publié à l'issue de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Au-delà des passions et des réactions à chaud, la parole de Sa Majesté le Roi s'est élevée comme un appel à l'unité, à la raison et au rassemblement. Un message de sagesse qui replace l'événement sportif à sa juste dimension et rappelle l'essentiel, l'ancrage africain du Maroc. Une histoire, une vision et un destin commun, fruit d'une politique hautement stratégique tracée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à travers des actions concrètes et efficaces dans la construction de partenariats denses et durables avec les pays africains frères. Un engagement au plus haut niveau, porteur de grands desseins pour le continent. Pour un éclairage, nous rejoignons en duplex depuis Casablanca M. Ali El-Harechi, doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales à l'Université Mondiapolis de Casablanca. Bonsoir, Sa Majesté le Roi reconnaît la mobilisation des Marocains qui ont fait de cette CAN la meilleure de l'histoire. Mais au-delà du contexte sportif ou footballistique, cette fête du foot africain s'est effectivement portée en célébration autour de la fraternité africaine. C'est bien cela que vient nous rappeler le souverain dans ce communiqué. Tout à fait. D'abord, c'était une fête africaine, une fête marocaine, portée par le Maroc, le royaume chérifien, carrefour des civilisations. Et le communiqué du cabinet royal vient consolider l'ancrage du Maroc en Afrique, le leadership du Maroc en Afrique et surtout la fraternité entre les peuples de l'Afrique dont fait le Maroc. Cette fraternité, nous l'avons tous ressenti, que ce soit à travers l'organisation qui était parfaite, à travers l'accueil des Marocaines et des Marocains, de tous les invités qui sont venus d'Afrique et d'ailleurs. Nous avons vu des scènes de joie, des scènes de liesse tout au long d'un mois, un mois de foot, de sport, mais aussi un mois de rencontres culturelles, un mois de rencontres civilisationnelles, un mois de fraternité. Et ça, c'est le Maroc, il a à la fois réussi le pari organisationnel, mais il a surtout réussi la consolidation de cette fraternité et de ce que porte le Maroc et que porte l'Afrique au Maroc. Donc la place du Maroc en Afrique est une place de leadership et aujourd'hui, c'est une... Oui. Dans cet appel à l'unité et à la retenue ressort toute une logique de solidarité et de co-construction dans le royaume et l'artisan et qui perdure depuis des décennies entre le Maroc et les États africains. Quel signal envoie ce message royal sur la constance et la fiabilité du Maroc dans son ancrage sud au-delà des conjonctures passagères ?
Oui, au-delà des conjonctures, au-delà des faits, c'est-à-dire des événements sportifs ou autres, le Maroc est ancré en Afrique. Le Maroc a des relations séculaires avec les États de l'Afrique subsaharienne et tous les États africains. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan civilisationnel, la relation, elle est là, elle est séculaire depuis toujours. Nous avons aussi le renforcement de la relation sud-sud, cette vision royale, c'est-à-dire de la consolidation des relations sud-sud et du développement sud-sud, et surtout avec notre continent. Je tiens à rappeler le retour du Maroc à l'Union africaine en 2017, qui était très important. Cela dit, les relations du Maroc avec les États africains, c'est-à-dire les relations bilatérales, ils ont toujours été là, avec les États frères aussi. Donc le retour, il a encore marqué le pas et a montré cette force du Maroc et cette action du Maroc pour le co-développement et la co-construction, comme vous l'avez bien dit, de notre continent, que ce soit au niveau avec les pays de l'Afrique subsaharienne ou avec les autres pays de l'Afrique. Et je pense que nous avons réussi ce pari à travers cet événement qui était exceptionnel et qui a été salué par le monde entier. Ce discours est une réponse ferme aux tentatives de division ou de discrédit visant le Maroc sur la scène africaine? Oui, malheureusement, il y a toujours, vous savez, quand il y a les bonnes choses, il y a toujours ceux qui ne sont pas, qui sont mécontents quand le voisin il réussit avec le témoignage, c'est-à-dire avec la démonstration sur le fait, sur le tas. Et il y a toujours des gens qui ne sont pas, enfin qui sont mécontents et qui ont essayé malheureusement de donner du discrédit à cette organisation, à cette manifestation et à cette célébration, mais ils n'ont pas réussi parce que de l'aveu de tout le monde, le Maroc a réussi son pari. Et puis le sport, une défaite sportive, ce n'est pas la fin du monde parce que le Maroc, il a un principe, c'est celui de la loyauté. La loyauté, c'est la reconnaissance d'une défaite sportive, mais au-delà de ça, le Maroc a réussi la grande victoire, c'est-à-dire la consolidation, la fraternité et surtout la construction avec l'Afrique, avec les États africains, d'une Afrique, je dirais, rayonnante, une Afrique développée, une Afrique qui va pour le challenge de l'Afrique de l'agenda 2063. Donc, ces voix qui ont essayé de jeter le discrédit, ils ont, je dirais, ils n'ont pas réussi. Et le monde entier a été témoin de la réussite du Maroc à l'encontre de tout ce qui a été fait par certaines personnes. Je vous remercie Ali El Harichi, doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales à l'Université Mondiapolis de Casablanca. Merci pour tous ces éclairages. L'hiver continue de s'installer sous nos cieux. Les précipitations s'enchaînent, en particulier dans le nord du territoire. Les provinces de Tanger, Asselam, Dirk, Nidak, Chefchaouen, Fars Njra, Ouazzane, Tétouan et Larache sont notamment traversées par de fortes pluies avec orage et risque de grêle. Des provinces où les hauteurs de pluie avoisineront demain les 80 mm. Ces précipitations orageuses déborderont cette nuit vers Azelal et Bni Mellal avec des cumuls attendus entre 30 et 40 mm. Conditions identiques à Stat, Rebga, Ben Slimane, Khmissat, Taza, Taounat, Sfro et Moulay Yacoub avec des pluies légèrement moins abondantes. La neige restera d'actualité demain à Al-Haouz, Azelal, Bni Mellal, Ifran, Khnifra, Midelt, Gersif, Ouarzazat, Tinghir, Sfro, Taza et Boulman, avec des chutes comprises entre 20 et 50 cm. Cet épisode neigeux couvre également les provinces de Taroudin, Chefchaouen, Chichaoua, Taourir, El Hossema et Figuig. Puis le vent soufflera tout aussi fort sur la plupart de nos régions. Côté Mercure, les valeurs seront souvent proches de -8 degrés dans les provinces de Midelt, Boulman, Taza, Gersif, Sfro, Ouarzazat, Taroudant, Tinghir, El Haouz, Azelal, Bni Mellal, Ifran, Khnifra et également Chichaoua. Ce sont donc des précipitations significatives auxquelles il faut s'attendre et se préparer. Au volant, il est fortement recommandé de faire montre de la plus grande vigilance.
L'Agence nationale de la sécurité routière appelle les usagers de la route à reporter leurs déplacements non indispensables. L'agence exhorte les conducteurs des véhicules de transport de voyageurs et de marchandises à programmer leurs déplacements tout en restant attentifs aux bulletins météorologiques. La NARSA met en garde contre les répercussions de ces mauvaises conditions météorologiques sur la fluidité du trafic, surtout qu'elles coïncident avec le début des vacances scolaires, un facteur aggravant des risques d'accident de la circulation. Prudence et anticipation sont donc de mise face à cette météo instable. Des pluies verglaçantes qui continuent de s'abattre presque sans discontinuer depuis hier. C'est le cas à Ouislan, près de Meknes, où les hauteurs relevées ces dernières 24 heures remontent à 49 mm. C'est la maximale. 46 mm enregistrés à Moulay Bouslaham, 45 à Chefchaouen, 41 du côté de Fneder et 39 à Mdir. Nous relevons 37 mm à Oulmas et Meknes, 36 à Salé, 32 à Qsar el-Kbir, 31 mm du côté de Ouazen, comptez 28 mm pour Martil, Sfro et Fès, puis 27 pour Rabat et Mohammedia. Des précipitations exceptionnelles qui n'épargnent presque aucune région. Le nord et la côte centre sont particulièrement touchés par des averses pluvieuses régulières depuis plusieurs jours. C'est le cas notamment dans plusieurs communes près de Tétouan ou encore dans la zone côtière à Salé où les eaux pluviales intenses ont engendré une véritable paralysie sur les routes, particulièrement au niveau du périmètre rural. Arrêt sur image avec Zakaria Moukribillah. Des zones d'exploitation agricole complètement envahies par les eaux. Dans la commune rurale Sahteriyine relevant de la province de Tétouan, les fortes précipitations ont fait augmenter le débit du Oued Teshkour. Les crues qui s'en sont suivies ont provoqué des dégradations visibles au niveau du pont, reliant le Douar Menkal aux autres localités. Ce pont est la seule voie praticable pour sortir du Douar. Il nous est indispensable pour faire nos courses. Emmener nos malades à l'hôpital et accéder à l'école qui se trouve de l'autre côté de l'Oued. Actuellement, les déplacements sont fortement perturbés. Chaque fois que nous avons de fortes intempéries, les eaux débordent le pont entièrement. Les habitants peuvent rester ainsi bloqués jusqu'au retour à la normale. Fragilisé par les fortes crues, cet ouvrage d'art appelle aujourd'hui à une réhabilitation rapide. Cette intervention s'annonce indispensable pour éviter un éventuel enclavement des populations des douars avoisinants. Nous avons contacté les autorités locales et préfectorales pour désenclaver les citoyens. Nous avons également interpellé les conseils régionaux et provinciaux afin d'entreprendre la restauration totale de ce pont dans le but d'éviter que de tels problèmes ne se reproduisent dans le futur. Même décor de crue à Salé. Après les fortes pluies et vents violents de la nuit d'hier, de grandes flaques d'eau recouvraient toujours plusieurs espaces de la ville. Sur la zone côtière de Sidi Moussa, les vagues ont atteint des hauteurs importantes, annonçant de fortes perturbations. Les autorités locales se sont mobilisées pour déblayer la route des sables accumulés. Les vagues ont atteint les boutiques marchandes de la côte. Les autorités sont intervenues aussitôt pour empêcher les automobilistes de stationner au parking afin d'éviter tout dégât matériel ou humain. L'entretien des réseaux d'évacuation des eaux au niveau des boulevards de la ville a permis une bonne gestion des dernières précipitations. Cela n'a rien à voir avec les situations vécues il y a une dizaine d'années. Seul le quartier de Sidi Moussa est toujours exposé du fait de la houle. En centre-ville, il n'y a rien à signaler. Fort heureusement, ces perturbations n'ont pas affecté d'autres boulevards et zones de la ville. Les actions proactives entreprises par les autorités compétentes ont permis d'éviter les débordements hydriques. Au cours des dernières 24 heures, 36 mm ont été enregistrés à Salé, 22 mm à Tétouan. C'est ce qu'annonce la direction de la météorologie nationale. La vigilance est toujours de rigueur. Et s'il y a une destination star de cette saison, c'est bien Ifrane qui retrouve un décor très hivernal. La neige tombée en abondance ces derniers jours attire de nombreux visiteurs. Un afflux d'autant plus marqué avec le début ce week-end des vacances scolaires, une période propice aux escapades en famille, qui fait les beaux jours des professionnels du secteur hôtelier et des commerçants également de la région. Petite escapade dans ce sujet de Hamza Al-Khdar, Ahmed Al-Fadeli et Nisrine Hamdawi. Et c'est parti pour une descente sensationnelle en luge. La folie de la neige s'empare de tout le monde ici à Ifrane. On dirait que l'on célèbre le retour de la poudreuse. Et à chacun sa manière pour le faire.
Lorsque nous avions vu dans les infos qu'il neigeait à Ifrane, nous n'avons pas hésité à faire le déplacement, histoire de profiter des petits plaisirs de l'hiver. Nous sommes venus du nord du pays pour vivre pleinement cette belle ambiance. Nous sommes venus de Meknès. Nous sommes tombés sous le charme de ces paysages. Nous n'avons pas envie de quitter les lieux. Au Moyen Atlas, les chutes de neige oscillent entre 20 et 50 cm. De quoi s'échanger de grosses boules de neige entre amis. Le Maroc est un beau pays. Il offre une multitude de paysages. Il y a le désert, la mer et la neige. Aujourd'hui, j'ai choisi d'être au milieu de cette belle ambiance enneigée. Ici, au cœur de la forêt d'Ifrane, impossible de ne pas les croiser sur votre chemin. En ce temps neigeux, les singes magots semblent eux aussi prendre du plaisir à profiter de cette saison hivernale exceptionnelle. Cela fait des années que nous n'avions pas vu tomber autant de neige. C'est exceptionnel. L'ambiance est fabuleuse. Les arbres respirent et la forêt est resplendissante. Le retour de la neige fait aussi les beaux jours des petits métiers de l'hiver. Les moniteurs, les loueurs d'équipements de ski et les accompagnateurs pour des randonnées équestres se frottent les mains. Dieu soit loué, la neige est tombée en abondance. Cela fait des années que nous n'avions pas vu ce magnifique décor hivernal, peut-être même depuis 2018. Les activités de loisirs marchent très bien en cette période. Les visiteurs y affluent des 4 coins du pays. Entre les bras de cette belle nature enneigée, tout le monde semble trouver son compte. Le bonheur se glisse dans les petites choses ici à Ifrane, tant que le ciel est gris et la terre blanche. Et après cette atmosphère hivernale qui invite à la contemplation, place maintenant à une autre forme d'évasion. L'escale culturelle de ce samedi nous fait voyager à travers les mots et nous emmène au cœur d'un roman intime, Le secret de l'arbre, signé Mariam Bent Houria. Pour cette première expérience romanesque parue aux éditions 11, l'écrivain nous plonge dans l'univers de Aïda, une femme marocaine en quête de sens. L'auteur nous invite à interroger nos trajectoires, nos choix et nos rapports aux autres. Un récit introspectif à la croisée de la littérature et de la spiritualité qui nous invite à réfléchir sur la vulnérabilité de la condition féminine dans un roman inspirant où spiritualité et résilience humaine se rencontrent. Et l'écrivaine Mariam Bent Houria est l'invitée de l'Escale culturelle. Merci et bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir. Merci beaucoup pour votre invitation, je suis ravie. Alors, votre tout premier roman, vous avez choisi de l'intituler « Le secret de l'arbre », publié aux éditions 11. Quel secret allez-vous nous révéler sur cet arbre qui est finalement une métaphore de la vie ? C'est une métaphore de la vie parce que l'arbre a beaucoup à apprendre à l'homme, dans le sens où l'arbre, le végétal, croît aussi bien à la verticale vers le haut, à travers ses branches et son feuillage, mais également vers le bas, à travers ses racines, qui vont constituer le fondement de l'arbre. Et l'homme, de la même manière, croît physiquement, donc il grandit, mais également intérieurement. Et c'est au moment où l'homme atteint un certain niveau de maturité, c'est-à-dire à partir du moment où il comprend comment ses actes ont des conséquences et donc qu'il prend conscience de sa responsabilité, que l'homme devient mûr et que ses actes deviennent responsables, donc utiles, et donc qu'il devient humain. Au-delà de cette métaphore, réellement, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Alors, ça a commencé avec un projet, 99 femmes Maroc, un projet qui met en lumière le récit de femmes marocaines dans le monde rural, qui éclaire sur leurs histoires de vie et qui se racontent. Elles se racontent, ce sont des récits parfois
brutaux, mais toujours racontés avec beaucoup de tendresse, de dignité et de résilience. Et cela m'a donné envie d'écrire également une histoire d'une femme marocaine dans ce contexte-là, et comment est-ce qu'elle arrive à se transformer. Justement, on parlera de ce merveilleux projet dans la suite de notre entretien, mais d'abord, retour sur ce roman qui raconte l'histoire de Aïda, votre protagoniste, une femme marocaine qui replonge dans les anecdotes qui ont façonné son existence pour mieux les questionner. C'est finalement ce cheminement qui aidera votre héroïne à mieux se connaître et à explorer finalement sa propre humanité. Tout à fait. Les anecdotes servent justement au développement de l'héroïne, et toutes les rencontres qu'elle accomplit sont une occasion pour elle d'apprendre. Donc certaines vont infléchir légèrement sa trajectoire de vie, alors que d'autres vont complètement être presque une reconversion, dévier et être complètement une reconversion pour elle. La rencontre la plus marquante est celle avec El Khadir. El Khadir, donc, qui est le personnage qu'a rencontré Moïse, la Torah, ensuite la Bible et ensuite le Coran, et qui a une certaine connaissance et qui lui transmet cette connaissance, et une fois qu'il la comprend, ça transforme en fait son chemin de vie. Alors Aïda, votre personnage principal, finira par emprunter justement cette voie de spiritualité avec une ligne de conduite basée sur 3 injonctions: comprend, évolue, puis transmet. Que nous dit ce mot d'ordre sur ce que aspire Aïda à devenir dans un monde marqué par de la discorde sociale? Alors, c'est vrai qu'il faut d'abord comprendre comment les choses, le processus de création, comment est-ce qu'il se met en place. Il se met en place. Une fois qu'on a compris, on peut évoluer en se transformant intérieurement, puis transmettre. Je pense que ce que le livre propose, c'est une alternative à une société consumériste et individualiste, qui, comme nous l'avons vu, peut créer des situations de discorde et presque de fracture. L'alternative à cela est une société de partage, de solidarité et d'entraide. Et c'est un petit peu ce qu'on a pu voir un peu dans le mondial, où on voit comment cette cohésion peut créer une unité et une force. Et puis votre roman est aussi une ode à l'égalité femmes-hommes, une cause, une thématique universelle qui est également au cœur d'autres projets qui vous animent. Je cite là le projet 99 Femmes Maroc, une pièce de théâtre que vous avez coécrit et inspirée de récits de femmes rurales. C'est une manière pour vous de mieux faire entendre leur voix et promouvoir leurs conditions? Alors, je ne suis pas porte-parole de ces femmes, mais j'espère que j'ai une parole qui porte et qui rejoindra celle des femmes marocaines qui, comme moi, pensent assumer leur part du contrat social et assumer leurs responsabilités avec dignité et force. Et en contrepartie de cet engagement, avoir également les droits qui vont avec, à égalité avec les autres citoyens masculins qui constituent notre société. Tout à fait. Oui. Et votre roman, L'Arbre des Secrets, vous ne le publiez pas sous votre vrai nom, plutôt sous un pseudonyme, Mariam Bent Houria, Houria qui est votre mère. C'est un hommage que vous lui rendez? Tout à fait. Ma mère a été celle qui a veillé mes nuits, a été celle qui m'a aidée à faire mes premières fiches de lecture, et ça a été ma première critique littéraire. Donc c'est un hommage que je lui rends, parce qu'à égalité avec mon père, elle a beaucoup contribué à la personne que je suis actuellement aujourd'hui. Donc c'est un hommage aux mères et à ma mère en particulier. Un bel hommage de votre part, Mariam Bent Houria. Merci pour ce moment de partage sincère. Et puis vos lecteurs ont hâte de découvrir l'ouvrage Le Secret de l'arbre. La signature est prévue le 27 de ce mois à Rabat. Au Sofitel à 18h30. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre temps. Merci aux auditeurs. Et voilà, c'est cette interview qui signe la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Moula.